tout ce que vous lisez ne provient pas forcément de sources qui sont européennes et donc il y a une grosse manipulation d'opinion à cet égard-là. Par exemple, l'exemple parfait, et je vais en parler parce que c'était cher à Daniel aujourd'hui, c'est la fameuse Travel Rule dont tout le monde parle. Donc en fait, c'est une... Eh ben aujourd'hui, on va secouer des cocotiers. On va essayer de décrypter un peu l'actualité juridique, mais d'une autre manière. On va essayer de voir comment la crypto, elle est instrumentalisée au niveau de la politique actuellement. Donc, vous avez sûrement remarqué, du coup, depuis quelques mois, il y a des débats sur la régulation crypto qui sont devenus ultra politiques, petite référence aux US. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est le vrai du faux, c'est-à-dire qui parle, qui critique et surtout pourquoi ça arrive que maintenant, alors que nos régulations européennes, par exemple, sont critiquées, alors que ça fait presque 5, 6, 7 ans, voire qu'elles sont discutées. Alors, aujourd'hui, on va décrypter 3 gros dossiers. Le premier, ça va être les États-Unis, Trump, Musk, la SEC et même le département Doge. Est-ce que les États-Unis sont en train en fait de transformer la régulation crypto en un outil de propagande politique? Et on peut même se poser la question de savoir si finalement ils ont vraiment une régulation ou pas. Deuxième point, l'Union européenne. Pourquoi tout le monde critique MiCA et la régulation européenne? On va parler aussi un peu de la Travel Rule, alors qu'en vrai, finalement, on est un peu les seuls à poser un cadre clair. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il faut qu'on sache si finalement on est victime de désinformation en Europe, des informations juridiques, ou alors si effectivement on est en train de freiner l'innovation. Et enfin, on va parler un petit peu de la BCE et de l'euro numérique. Alors, il faut savoir, est-ce que c'est un projet sérieux? Est-ce que c'est une dystopie? Est-ce qu'on modernise vraiment l'Europe en faisant un euro numérique? Ou est-ce que finalement, on va faire volte-face comme Trump vient de faire aux États-Unis? En bref, est-ce qu'il faut croire toutes les critiques anti-européennes récentes qui proviennent des US ou est-ce qu'il y a un agenda politique derrière? Donc, ce sera le dossier du jour. Donc, comme vous l'avez vu et comme a souligné Cyril, la SEC, elle est censée réguler le marché financier, y compris de la crypto, mais ces dernières années, on va dire clairement qu'elle a été un petit peu bipolaire. Donc, entre 2023, guerre ouverte contre les exchanges, 2024, la grande volte-face des ETF Bitcoin, et enfin, maintenant, Trump qui promeut carrément en bon Bitcoin maximaliste le Bitcoin aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut penser? Le président de la SEC, je vous rappelle qu'en 2023, donc c'est Gary Gensler, il a dit que les marchés crypto étaient truffés de fraude et d'abus et qu'il fallait protéger les investisseurs. Donc jusque-là, c'est la même mentalité qu'on avait en Union européenne. Puis, ce même Gary Gensler, en 2024, après l'approbation des ETF, précise que cette décision reflète la réalité du marché. Donc, on voit bien qu'on est entre deux types différents de considérations aux États-Unis. D'une part, il faut lutter contre les scams, mais d'autre, on ne peut pas non plus ignorer les cryptoactifs. Le cas Trump. En 2019, je vous rappelle et je quote carrément Trump, je ne suis pas un fan du Bitcoin et des autres cryptos, ce ne sont pas de vraies monnaies, elles facilitent des activités illégales. Mais en 2024, changement de ton, Trump commence à accepter les dons en Bitcoin et déclare vouloir alléger la régulation crypto s'il est réélu. Pourquoi ce revirement? Parce que des conservateurs pro-crypto sont devenus un électorat clé et qu'en fait, il avait besoin de récupérer des sous et des gens pour le soutenir. Donc ici, on voit déjà qu'on a un petit problème d'éthique qui commence à se dessiner. Vient l'arrivée de monsieur Elon, le grand Elon Musk, avec son Dogecoin et son département Doge. Et là, on voit de plus en plus un espèce de double jeu sur la crypto, puisque le fait qu'il n'y ait pas de cadre juridique précis permet à Elon Musk, entre autres, d'accepter puis de refuser le Bitcoin pour Tesla, de propulser le Dogecoin comme une crypto du peuple tout en manipulant à coup de tweet, on va dire les cours. Il crée un département qui s'appelle Doge, qui est en fait une publicité déguisée au niveau de ses propres affaires. Donc, en gros, son objectif, c'est de faire le show et manipuler le marché. Donc là, on n'est clairement pas dans des considérations de régulation démocratique. En fait, on est clairement sur du show politique à l'américaine. Donc, on voit bien que le cadre réglementaire qu'il y a actuellement aux États-Unis, il est un peu instrumentalisé et il est clairement commercial, en tout cas pour Elon Musk, et politique pour Donald Trump. Et ça divise la communauté blockchain. Donc, d'une part, on a les bitcoins maximalistes qui dénoncent une récupération politique et un détournement des principes initiaux du bitcoin. Clairement, on accepte le bitcoin aux États-Unis, mais on centralise finalement le bitcoin, donc ce qui est totalement contre-productif. On a les crypto-entrepreneurs, bien souvent les mêmes qui étaient à Dubaï, qui applaudissent Trump et la promesse de dérégulation.
Sauf que, ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Dubaï, finalement, ils sont revenus sur leurs pas et ils ont mis en place des régulations, notamment sur le blanchiment d'argent et cetera. Donc on voit bien que c'est pas forcément une volte-face qui est viable, au long terme. Et pour les développeurs DeFi, ben, souvent, c'est une inquiétude par rapport aux décisions de la SEC parce qu'avant, c'était facile de se projeter aux États-Unis et de décider de développer là-bas. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, sachant que tous les 3 ans, il y a un revirement de la politique et clairement, que ça peut affecter, ben, les différents projets, voire, prévoir des coûts de relocalisation en plan B au cas où, aux États-Unis, on n'est plus accepté et cetera. Sachant qu'on a des mauvaises relations commerciales entre les États-Unis et la France en ce moment. Enfin bref, on voit bien que le climat est pas idéal. Donc aux États-Unis, là, on est en train de revoir typiquement que la crypto, elle est pas vraiment régulée puisqu'en fait, elle est régulée en fonction du vent politique qui est en train de souffler et en fait, on se rend compte que c'est, grosso modo très, très politique et donc là, clairement, au niveau des États-Unis, on peut déjà avoir un premier doute sur la solidité du cadre réglementaire et clairement, en tant qu'entrepreneur, si je m'installe, qu'est-ce qui va advenir de moi? Deuxième point, l'Union européenne. On le sait bien, l'Union européenne, on est le bon élève, on est sérieux, on fait les choses bien, on fait des régulations éthiques, et cetera et on est souvent critiqué pour ça et on est accusé de freiner l'innovation. Alors, est-ce qu'on peut dire déjà que l'Union européenne freine l'innovation? Je vais vous répondre tout de suite: non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de recul sur les lois qu'on a mis en place. Pour avoir du recul sur une loi et savoir si elle est efficace ou pas, il faut attendre en moyenne 10 ans. Le temps qu'on la mette en place, que les différentes autorités fonctionnent. En plus, là, on fonctionne à 27 États, donc on se doute bien que ça va pas être du jour au lendemain. C'est comme les approches de la SEC. Il y a 3 ans, on disait qu'elles étaient super innovantes et qu'elles freinaient pas l'innovation. Puis finalement, après une volte-face, on considère qu'elles freinent l'innovation. Donc là, il va falloir aussi commencer à regarder concrètement quels enjeux on a derrière et quel timing il y a aussi derrière cette victimisation de l'Union européenne parce qu'en fait, on voit bien qu'on commence à critiquer l'Union européenne sur le plan juridique à partir du moment où elle prend son indépendance numérique, c'est-à-dire qu'en gros, on n'est plus les vaches à lait des States. On va le dire clairement au niveau de la data. Donc Maïka, est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est un bouclier? Eh ben, on ne peut pas savoir pour le moment. Ce qu'on sait juste, c'est qu'on a une loi et une réglementation qui est à peu près stable, qui correspond à celle du marché européen de manière générale, dans le sens où on a beaucoup de similitudes avec des pays comme par exemple la Suisse, qui eux ne font pas varier du jour au lendemain leur cadre juridique. Donc clairement là, on voit que c'est quand même une approche qui est relativement solide, en tout cas pour le bloc européen. Mais alors, on voit bien que Maïka, ben, il a beau être, mis en application depuis quelque temps, il continue d'être complètement, critiqué. Pourquoi? Ben, parce que forcément qui dit régulation dit surcoût en plus. Mais, ces surcoûts, ben, on n'est pas bêtes, on est des startups. Vous êtes là pour lever des fonds et créer de la valeur et croître. Donc en fait, ces fonds finalement, doivent être absorbés comme toutes les autres startups dans les financements de base. Et donc du coup, à cet égard-là, c'est une demi-critique dans le sens où oui, on savait qu'on allait devoir payer des choses et oui, maintenant, il faut anticiper ce coût-là. Pour les projets qui étaient déjà engagés, il y a des mesures de transition, donc ça allège quand même un petit peu les coûts. Donc voilà pour le panorama de Maïka. Pourquoi la critique se déclenche-t-elle seulement maintenant? Parce qu'on a dit, cadre géopolitique compliqué en ce moment. Je vous rappelle que notre président se fait appeler Emmanuel au lieu de se faire appeler Mister Macron, ce qui est quand même assez insultant diplomatiquement parlant. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes relations politiques, on n'est même pas sur des bonnes relations politiques US-UE. Et comme de par hasard, on se fait attaquer de toutes parts pour dire que les US, c'est mieux. Donc, avant de regarder le cadre juridique, il faut aussi regarder d'où proviennent les informations et à quel moment elles sont données. Souvent, on remarque que les critiques viennent de comptes pro-US, un peu sur Twitter et Reddit. Bon, première indication. La presse financière américaine est particulièrement hostile. On va pas se mentir, les gens qui critiquent Maïka, c'est Bloomberg, Coindesk, The Block, etc. Donc, on voit bien que majoritairement, c'est quand même des acteurs américains qui lancent les choses. Et on voit aussi clairement, là, il faut être un peu avisé pour le savoir, mais il y a certains, groupes, de réflexion qui sont financés par des lobbies américains et qui publient des rapports alarmistes sur Maïka. Voilà, donc ça, faut le savoir. Tout ce que vous lisez ne provient pas forcément, de sources qui sont européennes et donc il y a une grosse, grosse manipulation d'opinion à cet égard-là. Par exemple, l'exemple parfait et je vais en parler parce que c'était cher à Daniel aujourd'hui, c'est la fameuse Travel Rule dont tout le monde parle. Donc en fait, c'est une, recommandation du groupe d'action financière, donc le GAFI. En fait, c'est ceux qui se chargent, de la lutte contre le blanchiment d'argent et des scams et cetera, mais à l'échelle mondiale.
Et en fait, cette travel rule, il faut savoir qu'elle existe depuis déjà un petit bout de temps et elle permet en gros aux institutions financières de transmettre des informations sur l'expéditeur et sur le bénéficiaire lorsqu'il y a des transactions financières. En gros, on cherche à savoir d'où ça vient, où ça va, pour savoir si on est dans un processus de blanchiment d'argent ou pas. Donc initialement, c'est donc appliqué au transfert de fonds traditionnels. Et il faut savoir qu'en 2019, le GAFI, justement, a recommandé que cette travel rule s'applique aux cryptos. Je dis bien en 2019, c'est-à-dire il y a plus de 5 ans. Donc, à partir de là, il y a eu pas mal de travaux qui sont faits entre 2020 et 2023 en Union européenne jusqu'à adapter les règles sur le blanchiment d'argent, règles qui ont aussi été adaptées par exemple en Suisse, etc. Et en fait, dès le 30 décembre 2024, on voit que les prestataires de services sur actifs numériques, nos petits CASP, vont devoir se conformer à ces régulations. Donc, potentiellement, c'est un surcoût pour eux. Mais concrètement, c'est un surcoût qu'on pouvait anticiper depuis 5 ans déjà. Donc, l'idée ici, c'est que la travel rule, elle est critiquée actuellement parce qu'elle vient d'être mise en place et parce qu'en gros, on dénonce, par exemple, qu'on doive, par exemple, c'est l'identification, il me semble que c'est à partir d'un palier de 1 000 € par transaction, ce qui est vraiment très, très petit dans la crypto. Il faut savoir qu'il y a pas que dans notre pays que ça a fait débat. Par exemple, en Suisse aussi, ça a fait débat. Pourtant, c'est resté à 1 000 €. Donc, donc à partir de là, voilà. Il faut savoir que cette travel rule, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça existe depuis longtemps. C'était prévu que ça s'applique à la crypto. Donc, en soi, c'est même pas une actualité. Le fait que ça pump aujourd'hui, c'est vraiment pour dire, en fait, l'Union européenne, regardez, elle met encore une barrière, alors que vraiment, cette barrière, elle aurait pu être montrée du doigt il y a déjà un petit moment. Et sachant que le GAFI fait les mêmes recommandations aux États-Unis qui, petit à petit, vont devoir adapter les mêmes standards. Et typiquement, on va tous se retrouver à respecter les standards du GAFI comme ça a toujours été le cas. On va tous se retrouver avec les mêmes règles. Donc là, c'est plutôt question de qui le fait avant et qui s'adapte avant les autres et qui profite de la situation pendant encore quelques temps, sachant que le risque, c'est d'être targeté par le GAFI comme un pays non compliant. Et à partir du moment où on commence à être sous le radar du GAFI et qu'en fait, on nous considère comme une juridiction exotique, pour pas dire le contraire, en fait, ça pose des gros, gros problèmes pour les États qui veulent, pour les pays déjà, non, pour les entrepreneurs qui veulent s'installer dans les pays, mais aussi pour ceux qui ne s'installent pas, mais qui veulent faire des transactions avec ces pays. Parce qu'en fait, on a une compliance qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus chère à faire. Et donc voilà, il faut le savoir. Troisième thème, je continue pour pas perdre de temps. La BCE et l'euro numérique. Donc, est-ce une innovation? Est-ce une dystopie? Alors, est-ce que l'euro numérique, c'est une vraie menace pour la crypto? Donc, l'idée d'un CBCD, c'est porté par la BCE, encore une fois, depuis plusieurs années. Donc, ça a commencé des travaux déjà en 2019, pareil. Donc, l'objectif, c'était créer un moyen de paiement numérique qui soit fiable, de réduire la dépendance à des acteurs américains, Visa, Mastercard, et de faciliter des paiements transfrontaliers dans la zone euro. Et là, je vais vous donner un exemple concret parce que ça me concerne tout particulièrement. Moi, je suis dans une zone frontalière et par exemple, au niveau de la zone frontalière où je me situe, il y a des tests qui ont été faits entre les banques suisses et la Banque centrale européenne pour savoir si le paiement, par exemple, des salaires des frontaliers ou par exemple les opérations commerciales qui, on va dire, qui se font de part et d'autre de la frontière en B2B, peuvent passer par ce type de transaction pour avoir une meilleure inclusion, en gros, de notre tissu économique. Donc là, on n'est clairement pas sur il faut remplacer l'euro, on enlève toutes les cryptos, etc. C'est même pas l'idée. L'idée, c'est juste de se dire il y a certaines transactions qui actuellement dépendent de Big Tech US et il faut réussir à faire en sorte que ce soit des transactions qui se passent au sein de l'Union européenne et qu'on s'en charge dans l'Europe en général. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de détruire le Bitcoin, de plus avoir d'Uniswap, d'oublier toute la crypto. C'est vraiment de proposer une solution complémentaire pour des acteurs qui en ont besoin. Et ces acteurs-là, pour le moment, c'est pas la personne qui achète de la crypto pour faire ses petits paris dessus, etc. Donc là, c'est des considérations qui ne nous toucheront peut-être même pas avant 10-15 ans. L'idée, c'est plutôt les administrations qui sont en train de s'arranger entre elles pour savoir comment se reverser différentes choses en ayant une base commune simple. Les critiques sont-elles fondées? Oui et non, les 2. En fait, il y a une partie des critiques qui sont fondées parce que, on peut avoir cette crainte que l'euro numérique remplace le cash, mais je vais vous faire remarquer, il y a une semaine qu'on a dépassé, on a dépassé les paiements en CB par rapport aux paiements en cash au niveau des montants. Donc en fait, c'est soit on continue et on fait avec des acteurs américains, soit on développe quelque chose chez nous et on fait vraiment quelque chose chez nous. À ce moment-là, ce sera intéressant. Et je vais vous rappeler aussi que les
plus grosses critiques, de cet euro numérique, elles viennent surtout des États-Unis et là, encore une fois, les États-Unis, elles ont travaillé sur un dollar numérique jusqu'à Trump. C'est-à-dire en 2021, la Fed, elle a lancé des études sur le dollar numérique conformément aux recommandations internationales. En 2022, le Trésor américain, il a recommandé, la création d'un CBCD pour contrer l'influence de la Chine qui en est déjà dotée et qui l'exporte largement. Et en 2024, Trump annonce, lui, qu'il supprimera tout projet de dollar numérique s'il est élu. Pourquoi? On l'a vu juste au début, pour récupérer des dons et pour se faire de la thune, tout simplement. Donc, en gros, parce que les États-Unis ne veulent pas que l'Europe prenne de l'avance sur la modernisation monétaire, il y a des campagnes de désinformation sur notre cadre réglementaire. Donc, première chose, quand vous vous renseignez sur le cadre réglementaire européen, renseignez-vous sur des sources européennes pour commencer et ensuite comparez avec d'autres choses pour avoir plusieurs points de vue. Et surtout, ne vous fiez pas qu'à ChatGPT quand vous faites des, des recherches sur la réglementation, parce qu'en général, ChatGPT est orienté lui aussi, parce que quand on lui pose des questions, forcément, il a tendance à pencher vers les US. Donc, on voit bien qu'on a quand même une large manipulation une large manipulation d'opinion qui arrive et une sorte de contrôle de masse qui arrive avec la dépendance, avec l'indépendance, on va dire plutôt, que prend l'Union européenne par rapport au reste. La conclusion finale, eh ben, on va peut-être en discuter tous ensemble. Est-ce que l'Europe, c'est un frein à l'innovation ou est-ce que vraiment ça dérange juste les intérêts américains parce qu'on est en train de leur dire bye bye? Les critiques anti-UE, est-ce qu'elles sont sincères ou est-ce qu'elles viennent d'une stratégie politique qui est organisée par les États-Unis? Et est-ce qu'il faut mieux encadrer la désinformation économique et juridique ou est-ce qu'il faut mieux encadrer l'innovation de manière générale? Voilà, vous êtes libre de savoir ce que vous en pensez. Allez, je rebondis sur le commentaire d'un de nos spectateurs qui parle notamment de la propagande russe. Et c'est vrai que typiquement, on a l'habitude d'entendre parler de l'ingérence russe dans les médias, notamment européens, et puis même partout dans le monde, parce que les technologies et les manières de faire, notamment auprès de nos médias, sont très claires. En fait, finalement, ce que tu décris, c'est un petit peu le cadre classique de l'impérialisme américain qui s'étend notamment dans sa communication générale, politique, économique. Et donc c'est très intéressant. Merci beaucoup à toi, Camille, d'avoir fait un retour un petit peu global sur le cadre juridique et finalement les interconnexions qu'il y a entre les différents pays. Ouais. C'est absolument important. Allez, pour savoir si c'est un frein, on pourrait avoir des simulations, ça évite d'attendre 10 ans. J'imagine que c'est pas si évident que ça que de simuler la vie, quoi. Oui, c'est pas si évident que ça de simuler la vie. Vous-même, vous ne savez pas où vous êtes dans 10 ans. Eh ben, faut se dire qu'on va essayer de savoir où, on ne sait pas où se trouvera, un marché entier dans 10 ans, même si on peut avoir des estimations et des prévisions qui, au niveau européen, sont relativement bonnes, hein, quand on regarde les processus. Il faut savoir que l'Union européenne, elle a des principes de transparence qui sont vraiment très, très, très poussés. C'est-à-dire que si vraiment vous avez envie de vous flageller et d'aller chercher sur Eurlex la totalité de la procédure, des différentes communications, des appels aussi au public qui sont faits, bah, vous pouvez y aller. Sachez que tout le monde peut participer. Moi, j'ai déjà participé à des trucs citoyens au niveau européen pour donner mon avis sur la blockchain. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. En fait, il faut savoir juste que ces processus-là, ils sont pas forcément mis en avant, d'une part à cause de la désinformation et d'autre part parce que l'Union européenne, bah, dans ce climat politique actuel, je pense, se voit mal faire de la pub, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a toute cette, on va dire, cette interconnexion géopolitique qui pose des problèmes sur la régulation. Personne ne peut savoir si la régulation américaine sera plus efficace, si demandez, moi je pense que la régulation chinoise sera la plus efficace parce que personne n'aura le choix que de la suivre. Mais dans l'idée, clairement, voilà, si on veut avoir quelque chose de concret, il ne faut pas s'imaginer ce que ça va être dans 10 ans. Il faut plutôt avoir une approche au fur et à mesure de nos besoins, plutôt que se dire on fait ça et dans 10 ans on verra bien ce que ça donne et de déjà présupposer que dans 10 ans le monde sera le même que celui dans lequel on vit. Tout à fait. Et c'est le rôle du législateur, du coup, que d'essayer d'anticiper plus que par des simulations, mais par au Voilà, moins des et des volontés citoyens aussi. de voter aux élections pour leurs députés pour être sûr qu'on ne soit pas représentés par des chèvres qui voteront. Voilà.